Bonsoir. Alors, il a chaud, on a passé une journée émouvante et à la fois passionnante. Et maintenant, je vais effectivement vous évoquer un certain nombre de réflexions que j'ai eues qu'on a eues, puisqu'on a été quand même un certain nombre à alimenter cette réflexion, sur un paradigme qui est probablement en train de survenir en Afrique et dans les émergents au sens large, qui fait que le cours de l'histoire est en train de changer. Je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que ça veut dire que ce que vous venez de voir, tous les exposés qui viennent d'être faits, eh bien, ce n'est pas uniquement, je dirais, des petits suppléments qui permettent d'améliorer le cours des choses. C'est peut-être une tendance assez fondamentale qui s'exprime et qui fait qu'on va devoir concevoir non seulement l'Afrique différemment, mais effectivement, ça a été dit, probablement que cette façon de penser le monde frugal, agile, et différente pourra nous impacter à moyen terme. L'idée générale, c'est que, évidemment, on change d'univers. On le dit assez souvent, on est dans un univers qui est post-COP21. Et de fait, on est aussi dans une ère qui est post-industrielle. Donc, la façon dont les choses se produisent, la façon dont les interactions sociales fonctionnent ne sont plus les mêmes. Et c'est l'esprit de cette conférence, c'est d'essayer de comprendre, finalement, quelles sont ces dynamiques. Alors, quand j'essaie de résumer finalement ce qui me semble vraiment changer, je crois qu'il y a trois dynamiques assez fondamentales, et c'est de ça dont je voudrais parler en quelques mots avec vous. La première, vous en avez sans doute entendu parler, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi qui a été énoncée en 1969 par un ingénieur, Gordon Moore, qui est très simple, qui dit que tous les 2 ans, la puissance des microprocesseurs double. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, cette loi s'est avérée exacte. Les progrès des technologies ont fait que les prix des microprocesseurs et la puissance de calcul, pour la puissance, s'est démultiplié, pour les prix, s'est écroulé. Alors là, vous avez un ordinateur qui était l'un des premiers à être connecté à Internet. On est en 1976. Ça coûtait à peu près $1 million d'avoir un ordinateur connecté à Internet. Et seulement 4 ans plus tard, on a réduit ce prix d'un facteur 10. Et encore 10 ans plus tard, on l'a encore réduit d'un facteur 10. C'est le début de ce qu'on appelle la micro-informatique. Et c'est également le début du moment où on commence à amener Internet chez les habitants, dans les maisons. On sort des grandes entreprises. 10 ans plus tard, autre rupture, on parle d'informatique nomade et on passe aux alentours du millier d'euros. Et évidemment, c'est là où on commence à répandre de façon extrêmement forte le nombre d'utilisateurs d'Internet. Vous êtes en l'an 2000, vous avez à peu près, sur la totalité de la planète, 250 millions d'individus qui savent et qui sont connectés à Internet. Et puis, 10 ans plus tard, ce coût, non seulement s'est réduit, mais la taille s'est également réduite, puisque vous avez ça dans votre poche. Vous avez tout ça, à peu près, dans votre poche, un smartphone qui est extrêmement puissant. Et c'est une révolution parce que la puissance de smartphone, elle est supérieure à l'ensemble des ordinateurs qui ont emmené l'homme sur la Lune, pour un coût qui est évidemment marginal. Et ces smartphones sont totalement connectés. Et alors, là où je crois qu'on commence à rentrer dans des notions qui sont assez brutales, assez rupturistes, c'est ici. On est en 2016. Eh bien, vous voyez que ce téléphone, ce smartphone qui est là, il a été commercialisé il y a 2 semaines en Inde et il vaut $3. Il vaut $3. Vous entendez bien, $3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la totalité des populations, ceux qui gagnent moins de $1 par jour, peuvent potentiellement être connectés au village global avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc il y a eu déjà 200 000 téléphones de ce type-là qui ont été vendus. Et l'objectif des gens qui fabriquent ce téléphone, c'est d'en vendre 200 millions, ni plus ni moins, en Inde uniquement, sans parler des autres endroits où ils pourraient vendre ces téléphones. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites ça, vous initiez des gains d'opportunité. Et les gains d'opportunité, c'est la caractéristique de l'ère qui vient. C'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on soit tous connectés ensemble et qu'on puisse faire de l'inclusion économique, de l'inclusion sociale, de l'inclusion dans le monde de la santé, par exemple, à très très grande échelle. Alors c'est quoi des gains d'opportunité? Si je ramène ça à l'Afrique, c'est très simple. Si vous êtes infirmier, que vous faites votre récolte, si vous n'avez pas de moyens d'information, vous allez détruire de la valeur. Vous allez gâcher une grande partie de votre récolte. Pourquoi? Parce que
vous ne saurez pas où aller la vendre. Et donc vous allez la vendre au hasard, vous allez aller au marché qui est juste à côté, et vous allez avoir nécessairement une distorsion entre l'offre et la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un surcroît d'offres ou un surcroît de demande, et une difficulté à harmoniser cette offre et cette demande, et des prix qui vont être extrêmement erratiques, et de la destruction de richesse, potentiellement. Si vous avez un téléphone mobile, en 3 SMS, en 3 coups de fil, vous êtes capable d'harmoniser cette offre et cette demande, et à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, vous pouvez avoir des phénomènes d'harmonisation qui aboutissent à des prix qui sont optimaux, le juste prix entre l'offre et la demande, et ça, c'est de la création de richesse. C'est comme ça que la richesse se crée, c'est en ayant une capacité d'harmoniser l'offre et la demande. Et cette dynamique, elle est vraie aussi dans les phénomènes sociaux. On l'a vu très récemment, quand vous mettez un réseau de télécom mobile dans un pays donné en Afrique, sans rajouter un seul médecin, vous avez les indices de développement humain qui montent très très vite. Pourquoi? Parce que vous véhiculez des pratiques sanitaires, vous véhiculez de l'automédication. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'automédication, mais pourtant elle a une certaine efficacité. On la constate au moins dans les statistiques générales à l'échelle d'un pays. Et toutes ces données, eh bien, elles caractérisent les gains d'opportunité. Donc c'est ça que permet le téléphone mobile de base. Et puis le smartphone ou la connexion à IP, elle permet également d'autres inclusions. Et toute cette dynamique, finalement, elle participe de l'accélération de l'Afrique. Il faut savoir que l'Afrique, en 2015, sa croissance moyenne, ça a été 5,5%. Et vous savez qu'en 2015 également, il y a eu une très très grande déflation du coût des matières premières. Donc le driver premier, le propulseur initial de la croissance africaine que l'on croyait être les matières premières, eh bien, ça ne s'est pas révélé exact. Des pays qui n'ont pas de matières premières, ou très peu de matières premières, ont connu de fortes croissances dans des années où vous avez une déflation de matières premières. Par exemple, le Kenya, le Rwanda, alors le Côte d'Ivoire, vous avez une matière première agricole certainement, mais ces pays-là sont quand même des pays qui d'habitude étaient emmenés finalement par les cours des matières premières, même si ce n'est pas des gros producteurs, lorsque vous avez une déflation. Et donc la démonstration, c'est qu'il y a un autre vecteur qui propulse la croissance de ces pays. Alors, on parle de MPIB. Qu'est-ce que c'est que le MPIB? C'est le Mobile PIB. Eh bien, si je vous montre, par exemple, le PIB par habitant, et j'aurais pu mettre la courbe, mais je n'avais pas les données statistiques depuis 1960, d'ici. Entre 1960 et 2000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le revenu par habitant en Afrique, compensé de l'inflation, c'est-à-dire en dehors de l'inflation, il a baissé. Pendant 40 ans, le revenu a baissé. Donc c'est évidemment un drame à l'échelle du continent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, eh bien, pendant toute cette période, la croissance des télécoms, elle est à peu près nulle. C'est-à-dire que le nombre de téléphones fixes ou mobiles par habitant, dans cette période-là, il est extrêmement constant et il n'est pas en croissance, en tout cas. Et puis, ce chiffre se met soudainement à croître avec l'arrivée des téléphones mobiles. Vous voyez que ça a été dit tout à l'heure par Samir, on est un peu en dessous des 80%. On est au dernier compteur de la GSMA, on est autour de 73% à l'échelle du continent. C'est évidemment considérable. Et ce qui se passe, qui est intéressant, c'est qu'on a également une croissance du PIB par habitant qui est très soutenue, qui est très très forte, décorrélée de l'inflation, encore une fois. Et donc ça, c'est intéressant parce que la croissance sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est à peu près un triplement du PIB par habitant dans une échelle qui est aux alentours de 30 ans. Donc c'est même un peu moins de 30 ans. C'est évidemment très fort et c'est corrélé avec la distribution de l'information puisque vous avez 55 pays en Afrique et on voit très très bien que il y a 3 exceptions, mais pratiquement à chaque fois qu'on met un réseau de télécom en Afrique, on voit la croissance de ce pays se mettre à décoller. Et c'est une croissance qui, à la différence des croissances de matières premières, est une croissance inclusive. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement 3 personnes qui vont prendre la rente pétrolière, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus réparti en général. Et donc ce décollage, il s'accompagne d'un phénomène très intéressant, c'est celui de l'émergence des smartphones, aujourd'hui en train d'exploser littéralement. On est, au moment où je vous parle, aux alentours des 37% de pénétration des smartphones. Ils ne sont pas tous connectés au monde IP, mais ils le deviennent peu à peu. Et vous voyez que la corrélation avec la croissance africaine est évidemment extrêmement forte. Alors, un exemple de ça, je pense que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, M-Pesa,
Je sais que c'est un peu une tarte à la crème pour certains. Pour autant, c'est intéressant de savoir quelles sont les dynamiques de M-Pesa. M-Pesa, c'est quoi? C'est 50% de la population d'un pays qui accède à la banque, ni plus ni moins. Donc au Kenya, vous avez 44 millions d'habitants, vous avez à peu près 22-23 millions de comptes M-Pesa aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les montants cette année qui vont être transactionnés par M-Pesa, c'est à peu près l'équivalent du PIB de la totalité du pays. Et la Banque mondiale nous dit quoi? Elle nous dit que sur la croissance du Kenya, l'année dernière aux alentours de 9,5%, eh bien vous avez 30% de cette croissance qui vient de M-Pesa tout seul. Donc vous avez une démonstration extrêmement brutale, extrêmement claire du potentiel finalement d'une seule application appliquée à l'échelle d'un pays et de l'inclusion digitale au sens large que permet M-Pesa. Donc c'est la croissance qui a deux natures, une nature macroéconomique. Vous avez de l'économie informelle, de l'argent qui était sous le matelas, qui devient de l'économie formelle, de l'argent qui est sur le compte en banque, visible de la Banque centrale, alors qu'auparavant elle ne l'était pas. Et de fait, cette Banque centrale, elle n'a plus d'actifs à mettre en garantie lorsqu'elle va sur les marchés internationaux, et elle peut emprunter à des taux qui sont bien moindres, taux qu'elle va reverser dans l'économie réelle. Ça, c'est la partie macroéconomique. Et puis la partie microéconomique, elle est très simple, c'est que quand vous avez de l'argent électronique, c'est plus facile de le faire circuler. Si vous voulez participer aux besoins en fonds de roulement de votre oncle qui se trouve à l'autre bout du pays avec de l'argent physique, vous êtes obligé d'y aller, passer 2 jours, faire l'aller-retour, lui donner 500 $. Avec de l'argent électronique, en 2 clics, vous accélérez l'économie, ni plus ni moins. C'est ce qui se passe. Et ce phénomène, il est en train de se répliquer dans tous les domaines. Et c'est une des dynamiques fondamentales de la croissance africaine. Et je crois que c'est là pour durer. C'est d'autant plus vrai que vous avez peu d'infrastructures en Afrique. Et donc, vous créez d'autant plus de gains d'opportunités avec cette dynamique. La deuxième dynamique, elle est tout aussi fondamentale. Et je crois qu'il faut vraiment la comprendre à sa juste ampleur. C'est l'éducation. Alors, on parle de MOOC, on a évoqué ce barbarisme tout à l'heure, Massive Online Open Course, et c'est une dynamique qui a encore peu d'impact en Afrique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce garçon-là, dont il y a le nom sur ce slide, Sébastien Thrun, c'est un professeur d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il est professeur à Stanford et il enseigne à 120 élèves. Puis un jour, il gagne l'un des plus prestigieux prix qui soit, qui est le DARPA Award. C'est un prix qui consiste à faire courir en autonomie totale un robot dans le désert du Nevada pendant 120 km. Comme il est professeur d'intelligence artificielle, lui et ses élèves, ses 120 élèves, ils gagnent ce prix. Et au moment de gagner ce prix, qui est un prix remis par l'armée américaine, qui encore une fois est très prestigieux, il va dire « J'en ai assez d'être professeur à Stanford, j'en ai assez d'enseigner à l'élite de l'élite, je veux donner cette discipline au plus grand nombre parce qu'elle est essentielle au devenir de l'humanité. » Et il va lancer l'un des premiers MOOC. Il lance ce MOOC et je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce MOOC, mais qui mériterait d'être contée tant elle est impressionnante. Ce que je vais vous raconter, c'est la conséquence de ce MOOC. À l'issue de ce MOOC, qui est l'un des plus longs qui n'ait jamais été fait, qui est un MOOC de 7 mois, il dira « J'ai 145 000 personnes qui sont inscrites, j'ai 24 500 personnes qui ont été au bout du MOOC. Et là, vous pouvez comprendre que quand vous passez de 120 personnes à 24 500, que Sébastien Thrun considère avoir un niveau de compétence égal ou supérieur à ceux qui sont venus à Stanford, vous pouvez comprendre que vous êtes en train de vivre un moment dans l'histoire de l'humanité qui est comparable au moment qui a vu l'invention de la presse à imprimer par Gutenberg. Quand vous êtes capable de massifier la distribution de l'information, la distribution des savoirs, et surtout de faire en sorte qu'ils soient plus localisés, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans les murs de Stanford, vous n'êtes plus à Harvard, vous n'êtes plus à Normal Sup, vous n'êtes plus nulle part, vous êtes massifié, vous êtes globalisé, vous êtes ubiquitaire, eh bien vous êtes en train de vivre un moment dans l'histoire de l'humanité, le moment de la décentralisation des savoirs et de la massification des connaissances. Ce que nous dit Sébastien Thrun, c'est qu'il est venu de tous les pays sur Terre, au moins un élève, y compris de Somalie, y compris du bout de l'Afrique, y compris de n'importe où. Il est venu au moins un élève de chaque pays qui s'est inscrit dans le lexique de la totalité des pays sous l'un de ces pays-là. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça nous montre que, finalement, l'une des barrières à l'entrée, à l'accès à la distribution, finalement, de l'inclusion, du savoir, eh bien, cette barrière est en train d'exploser. Et elle explose de différentes façons, mais la conséquence, c'est ça. Mohamed Bachir Cheikh, c'est quoi? C'est un réfugié qui est dans le camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde. C'est
au nord du Kenya. Vous avez un demi-million d'individus qui vivent là-dedans. Pendant des années, la sécurité n'était pas assurée. Et parmi tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur cette région, il y a quand même une bonne chose, c'est qu'il y a l'accès à Internet. Comme les réfugiés, évidemment, ont souvent des diasporas avec lesquels ils veulent communiquer, on a installé un certain nombre d'ordinateurs qui sont libres d'accès pour les gens qui veulent s'en servir. Et ce garçon, il a appris à d'abord parler anglais convenablement, puis l'écrire convenablement, et à partir de là, il s'est mis à apprendre la programmation, le code informatique. Et il a appris ça suffisamment bien pour pouvoir lancer une société de services sur des plateformes de type Elance ou Ulance, sur lesquelles il a proposé ses services informatiques. Puis il s'est mis à bien gagner sa vie, il s'est même mis à très bien gagner sa vie, il s'est mis à former d'autres gens dans le camp, et puis ils ont fait 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 programmeurs de cette façon qui se sont mis à maîtriser le code et à commercialiser leurs services. Et c'est évidemment une belle histoire qui a abouti à ce qu'aujourd'hui, il est ambassadeur auprès de l'UNESCO, pour le savoir, et qui voyage dans le monde entier pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. Je crois que cette dynamique, il ne faut pas la négliger. Elle a un potentiel incroyable. Elle nécessite qu'on travaille fondamentalement aussi bien sur les protocoles pédagogiques, les contenants, que les contenus, mais elle nous permet de casser l'histoire linéaire et incrémentale qui s'inscrit, qui est que c'est très très long de diffuser ces savoirs. Ça nécessite d'avoir des gens qui sont souvent formés en Occident et qui ne reviennent pas forcément, ou qui sont formés dans les facultés de leur pays, mais qui vont aller travailler dans la fonction publique, ou qui ne retourneront pas dans les territoires. Cette dynamique-là, on a la possibilité de la changer, et on va la changer. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir dès aujourd'hui. Et puis, il y a une troisième dynamique qui est peut-être un peu plus complexe à comprendre, mais qui n'en est pas moins importante, c'est la dynamique des technologies. Les technologies, c'est la principale barrière à l'entrée pour développer finalement des pays, des zones qui sont moins développées que d'autres. C'est la barrière à l'entrée qui fait que les Occidentaux, les pays très développés, eh bien, sont capables de retenir leur savoir et finalement, plutôt que d'apprendre à pêcher, de vendre des poissons. C'est un peu ce qui s'est passé au cours du siècle dernier. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dynamique de l'open source. C'est le fait que ces techniques, non seulement on peut les distribuer grâce à l'ubiquité du réseau, mais on est aussi capable de les co-construire et de leur donner une efficacité qui est supérieure à celles qui sont propriétaires. Je vous donne un exemple, c'est celui de Linux. Vous avez sans doute entendu parler de ce code. Linux est au cœur de tous vos téléphones mobiles, que ce soit des Android, des iOS, tout type de téléphone mobile. Vous avez au cœur un petit noyau Linux, alors qui est plus ou moins développé suivant le type de téléphone que vous avez. Mais ça a été développé par 140 000 développeurs, généralement le meilleur de leur catégorie dans le monde, et ils ont participé à la construction de ce savoir qui aujourd'hui est le meilleur de tous. Pour patcher, quand vous avez une faille qui est détectée dans Linux, on met 24 fois moins de temps que quand vous avez une faille qui est dans Windows, parce que c'est un logiciel propriétaire dans un cas, et dans l'autre, c'est un logiciel ouvert. Vous avez un codeur, n'importe où sur Terre, qui peut résoudre ce patch et finalement boucher cette faille qui peut exister dans Linux. Et cette dynamique, elle est en train de s'appliquer à absolument tout. Elle s'applique au monde du logiciel, mais elle s'applique également au monde du hardware, elle s'applique au monde de la biotechnologie, elle s'applique à absolument tout. Et donc ces trois notions, finalement la notion d'ubiquité permise par les réseaux, la notion de distribution de la connaissance et la notion de distribution des techniques changent le paradigme des pays en développement de façon définitive. Et on ne pourra plus les regarder pareil parce que ça devient également des zones d'émergence de compétences et de savoir. Et je crois que finalement, si je veux résumer ça, je dirais qu'on passe dans un monde qui est condamné à l'incrément, à ce que j'appelle le chercheur en blouse blanche. Alors c'était un bon endroit pour évoquer cette notion de chercheur en blouse blanche, au monde des barbares, au monde des innovateurs de rupture, au monde des gens qui viennent de n'importe où et qui sont capables, parce que la connaissance est distribuée sur Internet, d'associer deux concepts et d'arriver à faire une innovation de rupture. Alors ce jeune homme, c'est un Sierra-Léonais, il a 14 ans, et il va inventer différentes techniques de recharge de batterie, de distribution de l'énergie. Et aujourd'hui, à 16 ans, c'est un
chercheur au MIT. Il est actuellement aux États-Unis. Il fait partie des chercheurs du MIT. On lui a donné une bourse spéciale parce que son talent nécessitait qu'on l'envoie là-bas. Cette histoire aurait été impossible il y a seulement 5 ans. Mais comme il s'est appuyé finalement sur des connaissances qu'il a récupérées sur Internet, comme il a réussi à finalement accrocher des savoirs l'un à l'autre, récupérer des composants électroniques dans des décharges et construire ce petit produit qui vous montre qui est un générateur unique de son fait, eh bien, il fait partie de cette galaxie des innovateurs de l'open source qui apparaissent absolument partout. Et cette dynamique, ne la négligez pas, elle est fondamentale, elle est en train de changer le monde. Donc toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut l'amplifier et faire en sorte qu'elle se répande absolument partout. Mais la question, c'est aussi de savoir si, en Occident, on doit continuer à faire de l'incrément. Si, par exemple, à la guerre de l'énergie, on doit faire des unités de production extrêmement centralisées, ou si on doit utiliser des modèles décentralisés qui reposent sur du numérique, qui reposent sur, par exemple, du prépaiement, comme le fait MCOPA, et qui reposent sur des modèles qui sont beaucoup plus agiles que d'autres. Si, dans le domaine de l'agriculture, on doit utiliser de l'agriculture intensive, qui repose sur de la chimie, de l'énergie, des intrants, ou si on doit reposer sur des systèmes qui sont des capteurs infrarouges qui permettent de voir 8 heures avant le humain si une plante a soif et utiliser 80% moins d'eau, 80% moins d'intrants, avoir une agriculture qui est finalement beaucoup plus saine et beaucoup plus efficace sur le long terme, qui ne fait pas d'externalité. Ou si on doit avoir des systèmes de médecine qui sont basés sur des équipements extrêmement coûteux, ou si on doit utiliser, ça a été évoqué tout à l'heure, d'autres types d'équipements qui sont basés sur l'open source, qui sont basés sur la frugalité, qui sont basés sur l'innovation de rupture. Je rappelle que l'inventeur de... Enfin, il déteste que je dise ça, mais l'initiateur de ce projet, qui était un projet co-créé, est devant vous, là, au premier rang. Voilà, Ecopen. L'objectif, c'est de faire un échographe à 150 $, là où ça coûte plutôt 15 000 $ d'habitude. Voilà une très bonne illustration de ce que c'est que l'innovation de rupture. Ce n'est pas un truc de farfelu, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et c'est une dynamique. Cette dynamique, encore une fois, elle va emporter le monde. Alors, je voudrais résumer un peu ce que c'est que l'innovation africaine. Et finalement, cette innovation qu'on a un peu négligée jusqu'aujourd'hui, parce que je pense que cette innovation, elle peut, un peu comme l'a été le principe du toyotisme, ou encore l'innovation que l'on trouve aujourd'hui en Corée, elle peut représenter l'innovation non seulement qui va germer en Afrique, mais aussi le modèle d'innovation qui va envahir le monde demain. Ce dont on a besoin, c'est des modèles qui sont des modèles distribués, horizontaux. Des modèles qui sont un peu le modèle de consensus qu'on trouve dans le village africain. Eh bien, ce modèle-là, vous le trouvez à 2 endroits sur Terre. Vous le trouvez dans le village africain et vous le trouvez dans les startups les plus brillantes qui puissent exister en Californie. Ce sont des modèles d'organisation plats, c'est ce qu'on appelle le Scrum, ce qu'on appelle l'agile. Et cette dynamique, c'est une dynamique qui est extrêmement puissante parce qu'elle véhicule l'innovation de rupture. La deuxième dynamique, je l'ai évoquée, c'est la frugalité. Le monde est fini. Soit on continue à produire, à utiliser des matières premières pour faire du PIB, de la croissance, et le risque, c'est qu'on casse tout, c'est qu'on aille vers 4 degrés d'élévation de la température, des catastrophes totales. Soit on pense à un monde qui est basé sur les gains d'opportunités, qui est frugal, qui est intelligent. Et cette dynamique, me semble-t-il, c'est la dynamique du XXIe siècle. Et puis, il est disruptif. Je viens de l'expliquer. On passe de l'innovation incrémentale à l'innovation de rupture. Et c'est une dynamique qui également, me semble-t-il, est absolument fondamentale. C'est ce que l'on observe absolument partout, dans tous les domaines. Et enfin, il est co-créé. C'est-à-dire que les savoirs ne sont plus le fait d'une unité de production, mais ils sont le fait d'une distribution qui est totalement ouverte. Et ces 4 notions sont les piliers du monde de demain. Et ces notions, elles vont apparaître avant tout dans les émergents. Ne vous étonnez pas si des innovations qui viennent d'Afrique sont en train d'envahir l'Occident. Je pense à M-Pesa ou M-Copa. Ces technologies, si on parle de M-Pesa ou de Orange Money, elles ont été inventées en Afrique et maintenant, on les voit apparaître en Europe. Et cette dynamique, encore une fois, elle va s'amplifier parce que c'est assez logique que ça apparaisse avant tout dans les émergents. Donc il faut réussir dans tous les domaines, dans le domaine du transport,
de l'énergie, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de l'agriculture. Il faut réussir à créer des nouveaux modèles. Et ces modèles, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il est possible de faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Voilà les notions sur lesquelles je voudrais vous inviter à réfléchir. Mais je finirai en vous disant que, certes, on a vu des choses absolument extraordinaires dans le domaine de la santé, mais on a aussi vu le monde du 21e siècle, le monde qui vient à l'œuvre. Donc voilà, moi je peux vous dire que c'est le challenge sur lequel je vais me dédier dans les années, les décennies qui viennent. J'ai cofondé Africa for Tech avec Stéphane Eloïse qui est ici, avec l'objectif de créer finalement des écoles, des systèmes de formation qui sont basés sur ces 4 notions, parce qu'on est absolument convaincu que ces 4 notions vont emmener le monde et que si on est capable de mettre des systèmes de petite taille dans les territoires, on pourra finalement faire en sorte que ces territoires non seulement seront des lieux agréables à vivre, mais seront également des lieux de transformation, d'innovation, et finalement seront peut-être les lieux qui représenteront les lieux de demain. Je vous remercie pour votre attention.